Et salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des Échos de Runeterra. Ça fait quelques temps qu'il n'y en a pas eu, parce que ça fait quelques temps qu'au niveau, au niveau de l'actualité, on était un petit peu en Moyen-Âge, vu qu'ils nous ont envoyé beaucoup de trucs au début de l'année pour nous dire, regardez, vous allez avoir plein de trucs dans cette année. Donc là, nouvel écho, nouvel invité, bien sûr. On a juste en dessous de moi, alors c'est pour les cams, ça a rien à voir avec la vraie vie, vous vous calmez de suite. On a Ultraman qui est avec nous pour la première fois. Salut Ultraman. Salut, donc direct, tu m'invites et tu balances direct les fanfictions, quoi. Ah bah là je peux te dire, il y a un méta qui s'est lancé là. Le méta dessus, est-ce que c'est les cams, ça va être incroyable. Hein. Il va y avoir des fanfics, va y avoir des fanarts. Les fanarts, attention. Hein. Les fanarts où on va être déguisé en personnage de Sonic, ça risque d'être dégueulasse, on connaît les qualités d'internet. Bon, ok, c'est qui fait Lady Dimitrescu du coup Den, le vampire de Resident Evil. non, il y a déjà trop. Resident Evil, je suis partant. En ce moment, en plus, je me les refais tous sur Xbox 360. Très bon jeu. T'as pas vu Internet qui a littéralement brûlé parce que la Madame Vampire fait 3 mètres de haut? Je vois pas le problème. Moi non plus. Voilà. Internet brûle pour des raisons. C'est une très bonne raison de brûler, tu sais. Ah, tu fais 3 mètres de haut, tu brûles. Parce que t'es trop près du soleil, automatiquement. Bon, bien entendu, vous avez vu sur la gauche, hein, là-bas, du coup. Et bon, bah, il y a Den au-dessus. Et il y a Trek en dessous. Salut Den au-dessus et Trek en dessous. Allez, laissez-nous. Volvi à gauche, du coup. J'ai hâte de voir les fictions, moi aussi, du coup. Bah oui, Volvi à gauche, Ouais. parce que c'est bien qu'en stream que je peux être à gauche, bien entendu. Blague politique, on commence, on est parti. Du coup, nouveau patch de Runeterra avec le nouvel an lunaire. Du coup, on a Aphelios, etc. Vous allez avoir une autre vidéo avec les reviews. On avait déjà review Aphelios, mais avec les reviews des cartes qui viennent avec lui. Mais par contre, il y a plein d'autres choses parce que bah, on s'est dit genre ils allaient nous lancer Aphelios. Déjà, on savait pas trop combien de cartes. On se disait, franchement, à 4-5 cartes en plus, on était content. Ils nous ont envoyé, je crois, 14, un truc comme ça, ou 13. Je vais Cartes, dire ça, je regarde. les cartes en plus de Aphelios. Je crois que c'est 15 cartes en tout en comptant Aphelios et son sort. Mais 14 sans Aphelios. voilà, très bien. Et mais plein d'autres choses. Du coup, déjà, première chose, c'est le nouvel an lunaire avec cet événement qui ne prend pas la forme d'un Battle Pass cette fois-ci, où ça va être des récompenses qu'on se log. Vous allez du coup, dès que vous allez vous loguer pour la première fois, avoir un Aphelios gratuit, ça on est content, et au fur et à mesure de la semaine, récupérer les cartes qu'il y a dans cette mini-extension, jusqu'au jour 7 où vous allez avoir plein de cartes et un dos de cartes. Qu'est-ce qu'on en pense de ce nouveau... c'est un peu nouveau le login reward de tous les jours, ça fait très jeu mobile, on n'avait pas ça. Vous en pensez quoi? Et une fois n'est pas coutume, on va commencer par l'invité. Qu'est-ce que t'en penses, Ultra? Bah, on avait ça, mais pour les débutants, avec les 7 premiers jours où ils récupéraient H, etc. Donc bon, c'est toujours bien. Surtout qu'il y a un champion directement, ça incite les gens à se connecter un petit peu. Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? C'est que du bonus, donc let's go. En plus, il y a un dos de cartes gratos, et ça, c'est quand même sympa. D'autres cartes qui se trouvent être en plus assez sympa, avec le dos du... c'est l'année chinoise, c'est ça? C'est le taureau cette année? Du buffle, ouais. Le buffle, ouais. Bœuf d'acier, je crois. Ce qui est assez cool. Den et Trek, qu'est-ce qu'on en pense de ce dos? Ou bah, il n'y a pas de ce De ce dos, cartes, de tout en général, mais notamment du dos de carte. Bah, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un système très simple, mais efficace, quoi. Donc, c'est pas très fun, mais ça marche. C'est moins fun que KDA. Oui, mais au moins, t'as pas besoin de t'embêter. Si disons que, par exemple, t'es occupé à faire autre chose en ce moment, t'as juste à te connecter, t'as même pas besoin de lancer de partie, donc ça peut être pratique. C'est vrai, c'est moins fun pour Den qui lui aimait bien débloquer toutes les cartes et jouer des decks que les gens pensaient pas pouvoir jouer avant 8 jours. Là, Den va devoir faire comme tout le monde, attendre une semaine, quoi. Ouais, c'est Il compliqué. va pouvoir jouer 2 semaines avant les decks du... Non, mais du coup, je me posais une question parce que ce week-end, il y a un tournoi. Et du coup, justement, je me disais tester les cartes et tout. Et du coup, je vais pas pouvoir les tester parce que je vais être dépendant de ce qu'on me donne chaque jour. Après, dans l'ensemble des choses, je pense que c'est mieux. Parce que ça veut dire que le méta va évoluer à ce rythme-là. Le problème, non, c'était pas si mal que ça, KDA. Mais en fait, il y a des gens que j'avais entendu dire, ah ouais, mais KDA, c'est chiant
parce que les joueurs qui jouent beaucoup, ils ont des cartes, et du coup, nous, quand on les débloque, il y a déjà les decks qui sont sortis, il y a déjà les avis, il y a déjà tout ça. Et je peux complètement comprendre, vu que sur Hearthstone, on a eu très souvent les stream reveals qui ont été une catastrophe pour la hype, je peux comprendre qu'avoir des cartes plus tard que d'autres, ce soit un problème dans le monde où on vit, où l'information circule très vite. Donc je pense que dans l'idée de donner des cartes, autant les donner à tout le monde en même temps, et c'est probablement le meilleur système pour faire ça. Alors attention, Den, je rappelle que les cartes là, c'est des cadeaux, mais tu peux toutes les crafter jour 1 si tu veux. C'est vrai? T'es sûr? Ah bah de ce que j'ai compris, Elles sont toutes dans la collection jour 1. C'est littéralement une nouvelle extension qui sort, et tu peux crafter les cartes. Les autres, de toute façon, faut les crafter. Hein. Parce que tu récupères une copie de chaque carte. Tu récupères un Aphelios, Alors moi, je je pensais que tu avais une copie de chaque carte, et une fois que tu avais eu la copie, ça te débloquait le craft dans ta collection. Moi, je l'avais compris comme ça. Non, c'est C'est écrit où ça? Attends, je reprends regarder. Parce que du coup, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est gentil de nous donner une carte de chaque, mais du coup, ça veut dire que jour 1, on a toutes les cartes. Nous, oui. Nous, oui. Bah, les gens qui ont... non. il faut pas tant de jokers que ça. Je les ai sous les yeux, les cartes. Ah, quand même, elles sont assez rares. Bon, il y a quoi? Il y a une épique, 2, 3. Ouais, il y a 4 épiques quand même sur les nouvelles. Au final, ça peut coûter un peu. Ça peut coûter un peu, mais... Après, t'es pas obligé de faire tout en x3 non plus. Voilà, t'es pas obligé de tout faire. Non, évidemment. Tu peux tester, et voilà. Le truc, c'est que pour nous, on se dit, bon bah voilà, en tout cas, quoi qu'il arrive, on aura l'Aphelios, et pour la plupart des gens, en fait, c'est le token de héros qui est le plus cher. Alors qu'on sait très bien que quand on a une grosse collection et qu'on commence à avoir beaucoup, en fait, on a plus en général, moi je trouve que c'est les jokers épiques qui manquent plus que les jokers de héros. Parce que les héros, au final, il y en a pas tant que ça. Je sais pas. Les épiques, en fait, ça va dépendre des périodes. Récemment, oui, ça a été assez demandeur, mais je trouve qu'au tout début du jeu, ça demandait quasiment pas d'épiques. Faut dire, qu'est-ce que tu ferais si tu craftais pas Rennes, quoi. Comment tu ferais sans cet incroyable épique? Ah bah j'avoue que sans Red sans Brelam, ta vie elle est moins cool. Mais voilà, des petits cadeaux. Il faut préciser aussi qu'il y a des quêtes chaque jour. Voilà. Je sais pas trop ce que ça va être les quêtes, mais... C'est ça, par contre pour récupérer les trucs, on va avoir des quêtes. Ah oui, du prismatique. Oh, Aphelios prismatique, please. Donnez-moi ça serait du trop bien avec toutes ces cartes. Je suis pas obligé de farmer des labos et des expéditions. Je vous en prie. Ah ouais, je suis d'accord. La première semaine, ça m'a pas gêné, mais la deuxième fois où j'ai dû retourner faire le labo, j'étais vraiment... Ouais, heureusement, j'avais des trucs à faire à côté, parce que c'était vraiment de l'autoclic, quoi. Mais du coup, on remercie le quick draw, quoi. Le labo. Mais je pense que c'est pour ça qu'il est là maintenant. Très rapidement, là. Mais je pense que c'est pour ça. Hein. Ouais, moi, sur mes 20 points, j'ai à peu près 3 concèdes automatiques sur toutes les games que je fais. Bon, j'en fais quoi? J'en fais 8 ou 9, je pense. Et j'en ai 3 où c'est des mecs qui concèdent auto. Ah ouais? Moi, c'est la game se lance et concède. Mais je pense que c'est la strat la plus rapide. Ah ouais. C'est tu lances, tu concèdes 20 fois. C'est sûr. C'est plus rapide que de le jouer et de savoir si tu gagnes pour gagner 3 points, en fait. Vaut mieux prendre un point ultra vite et... En fait, non, le plus rapide, c'est que les autres concèdent pour toi, quoi. Toi, t'es en face, du coup, t'as ça, le fois plus rapide. toi. Le vrai plus rapide, c'est d'attendre, tu joues le tour 1, si le mec a pas concédé, tu concèdes. Ouais. Ah bah, moi, j'ai vu des groupes sur des Discord essayer de lancer ce labo en même temps pour essayer de tomber l'un contre l'autre et justement faire d'une pierre deux coups. D'accord. Moi, j'ai essayé d'avoir plus de rush à chaque fois en main de départ. Ça a bien marché aussi. Ah, pas mal. Voilà, du coup, ça c'était le premier truc et on va passer au gros. Parce que on n'a pas seulement des nouvelles cartes, on a surtout beaucoup de cartes qui vont changer. Voilà, parce que ça fait quelques temps qu'on avait eu très très peu de nerfs et buffs, alors que c'est quelque chose qui rythmait le jeu depuis longtemps. Là, on a eu très très peu de nerfs et buffs ces derniers temps, à part il y avait Gohard, hein. Il y a eu Gohard il n'y a pas si longtemps que ça finalement. C'est quoi? C'est 2 semaines et demie Gohard, hein. Ouais, mais il était tout seul, tu vois. D'habitude, à chaque fois, on avait des listes. Ouais, mais dans le méta, c'était vraiment lui qui cassait tout à l'époque. Tout seul, mais violent, oui. Oui, c'est-à-dire qu'il est tout seul, il a pris plus 4 de mana, c'était le nerf pour 4 cartes, quoi. C'est cet élève en CM2 qui fait 1m92 et qui fait de la lutte, hein. C'est discutable, hein, qui cassait tout. Il y avait S-Draven à 17% play rate avec 54% win rate, hein, mais on n'en parlait pas. Et qui se faisait ouvrir en deux par Gohard, d'ailleurs.
qui se faisait battre par Gohard. Mais en fait, c'est ça, le problème, c'est que Gohard, c'était un petit peu, tu sais, l'arbre qui cachait la forêt, quoi. Bon, je suis pas sûr. Là, moi, je peux vous dire que là, je vois une forêt de Ionia avec un mec avec un bandeau qui va faire wouhou quand je vois toutes les cartes. Je suis inquiet. Bon, on va en parler du coup de ces nerfs et buffs. Du coup, le premier que nous avons, c'est Miss Fortune qui perd Overhelm. Surpuissance en français quand elle passe niveau 2. Du coup on pourra se mettre devant elle pour éviter de prendre la tétrasauce. Qu'est-ce qu'on en pense de ce petit nerf de Miss Fortune? Je pense que c'est bien. Miss Fortune évoluée, c'était probablement l'un des héros les plus puissants du jeu. Genre elle valait quoi? Ça vaut 6 mana si on devait la jouer directement, peut-être 7. C'était monstrueux. Et on est arrivé à un moment où soit il fallait démolir Plaza, c'est-à-dire détruire la carte, soit il fallait nerfer Plaza et un tout petit peu sur Miss Fortune. Je pense que c'est le bon compromis, personnellement. Je trouve que ça fait beaucoup, moi, ça plus Plaza quand même, pour le deck. Je pense que le deck Scout va prendre un gros coup et que les deux cartes vont être séparées et que Scout pendant un moment sera plus joué. Mais je pense quand même que c'est le bon compromis pour le jeu, sinon il fallait en tuer un des deux. Là, ils en ont tué aucun des deux, mais probablement que la combinaison des deux ne sera pas jouée pour un moment. On aurait pu en tuer aucun des deux, hein. En tout cas à haut niveau, je pense pas que Scout ait été à quelques moments un problème. Non, à haut niveau, c'est vrai, mais il nerfent pas pour le haut niveau, malheureusement. Maintenant, enfin, malheureusement, non. Faut savoir que Riot base ses nerfs sur le Platine Plus. Riot ne nerfe jamais pour du gold, du silver et du bronze. Oui. C'est vraiment dans leur doctrine, on va dire. Mais même en platine et en diamant, il faut bien reconnaître que Scout était fort. C'est un deck très 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 simple à jouer. Ce qui fait que son win rate a quasiment tout le temps été problématique. Parce que quand tu alignes un deck solide et facile à jouer, le win rate monte en flèche. Donc le deck, il a toujours eu 57-58% win rate, un petit peu à tous les rangs. 56-55 en master, parce que ça descend un peu, parce que les gens savent jouer contre. Mais il a toujours été dans le range que Riot considère suffisant pour un nerf, c'est-à-dire plus de 55% win rate. Riot, il nerf en fonction du play rate et en fonction du win rate. 15% play rate, 55% win rate. Donc, Scout, c'est un deck qui peut justifier un nerf depuis genre 3 mois, quoi. 4 mois, 5 mois, 6 mois. On était étonné que ça prenne pas en même temps que Gohard. Parce qu'il y avait déjà pas mal de gens qui se plaignaient, etc. Surtout de Plaza. Et c'est vrai que quand on a vu que Gohard, on a fait. Mais attends, du coup, ça va être Plaza Land. Ah bah oui, là, ça fait 2 semaines où effectivement, on est dans un monde où il n'y a que des grandes places. Les mecs, ils avaient des briques en trop, ils ont fait des grandes places partout. C'est beaucoup de choses en 2 semaines, tu sais. Parce que la méta grand place, c'était il y a déjà 2 semaines. Ouais. Moi, j'ai regardé des tournois où voilà, il y avait des grands places et puis des grands places et puis des Zoé, des grands places. Et Zoé, elle s'est fait de plaisir hein, du coup vu qu'il n'y avait plus de petit ping. Le petit ping, c'était 33% de Zoé sur le ladder. Hein. Entre Zoé Diana, Zoé Karma, Zoé Asa et Zoé Lysine. Et le 1,3% de Zoé Draven, faut pas l'oublier. Zoé qui est particulièrement élusive parce que elle a même réussi à éviter les nerfs. Du coup, on continue avec Victor. Victor qui prend un petit buff. Maintenant, il crée une amélioration du cœur Hextech immédiatement lorsqu'il est joué. Ce qui, bon, bah, est plutôt sympathique parce que c'est vrai que ça manquait un petit peu. Le pauvre Victor, il était un petit peu mou. Et en plus, il faut une carte en moins pour le faire évoluer, parce que c'est vrai que par rapport à plein d'autres héros, le faire évoluer c'était très dur. Très qu'on t'a pas beaucoup entendu, du coup sur Victor, qu'est-ce que t'en penses? Alors, ce qui est marrant, c'est exactement, je suis sûr que si on revient dans un podcast qu'on avait fait dans le passé, quand on avait dit que Victor était un peu nul, j'avais dit qu'il mettrait en immédiat, et je suis content, j'avais collé le truc. Incroyable. Sinon, le fait d'en avoir un au début, je pense que c'est sympa, mais c'est pas non plus transcendant. Je pense qu'il reste un peu fragile malgré tout. Mais à voir. Bah, c'est-à-dire qu'il part de loin. Hein, de très très loin. Même. Il part de loin, mais il faut penser que ça reste un champion qui peut snowball très vite quand même. Hein. C'est bien simple, en termes de win rate, c'était le pire champion du jeu. Ouais.
derrière Tariq, ce qui est quand même un exploit en soi. Derrière Bro, derrière tout ce que vous pouvez imaginer, derrière Katarina. Il y avait. Katarina, elle avait un win rate. Ah ouais, elle avait un win rate. C'est fou. Lulu, elle avait un win rate. Ouais, 44,7 et 43,9 pour Katarina et 42,6 pour Victor. Doit-on parler de win rate ou de lose rate à ce niveau-là? Ouais, bah c'est vrai qu'au final, ton lose rate est plus important que ton win rate. Après, est-ce que c'est pas dû au fait que, en plus du fait qu'il soit un peu faible, par rapport à d'autres héros, il est quand même un peu plus complexe. Hein, on va pas se le cacher, Katarina, bon, un supporter du PSG, il peut la jouer, quoi, hein, tu comprends. Non, Katarina, c'est un des héros les plus durs à jouer, justement. Mais arrête, c'est un slapstick, tu le poses, t'attaques, tu vas dans la tête. Le problème de Katarina, c'est que c'est un win mort. C'est-à-dire que généralement, quand tu la poses... C'est que t'as déjà gagné. Voilà, t'as déjà le contrôle du board. Généralement, un simple rejet fait le même taf parce que du coup, ça t'empêche de perdre le board et t'as gagné au tour d'après. Katarina te permet de gagner immédiatement, mais c'est pas une win-con en soi. Le problème de Victor, c'est plutôt qu'il ne sert à rien. Il prend des stats, il prend des trucs, mais s'il prend pas le bon mot-clé, s'il prend pas, s'il sert de surpuissance, il fait quoi, Victor? Il regarde l'adversaire dans les yeux, il vient avec ses 17 d'attaque, il se fait bloquer par une 1-1. Attends, dans 4 tours, j'aurai moins élusive. Bah c'est ça, quoi. Et t'es obligé, c'est la roulette tous les tours. T'es là, allez, 17 rouges, 17 rouges, 17... Oh, purée. Tous les tours. Jusqu'à ce que tu le chopes. Mais c'est un peu compliqué. Du coup, l'avis de Victor sur Victor, est-ce que c'est assez? Je pense que ce sera pas assez. Aussi parce qu'il est dans une région qui est très compétitive. Piltover, actuellement, c'est quand même une région dans laquelle il y a beaucoup de héros qui sont joués de la région. Et c'est plutôt des héros qui ont tendance à générer beaucoup de tempo que des héros qui sont sur la value. En value, je pense toujours que Heimerdinger sera légèrement mieux. Du coup, il faudra trouver un truc pour Victor. Donc pour moi, ça va toujours rester un truc assez compliqué. Après, il y a peut-être des decks qui peuvent profiter du fait qu'ils génèrent une carte en plus ou des choses comme ça, faudra voir. Mais là, à mon avis, entre Aphelios et Victor, il y en a un des deux qui sera moins testé que l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. J'imagine que effectivement, hein, on va plus être dans les mogotes. Et pourtant, les deux pourraient être joués ensemble, c'est ça qui est marrant. Oh là là, ça y est, on rentre dans la Trécovision. Ça va être incroyable. Du coup, la suite, bah, la Grand Place. Hein, la Grand Place, c'est terrible. Je crois que la dernière fois, on avait call exactement ce nerf. La Grand Place, tout le monde a call ce nerf depuis 3 semaines. Je pense que, en fait, tout le monde a dit genre, ouais, c'est ça qui est abusé, et que genre, ils ont juste fait, oh bah d'accord, on le fait. Du coup, maintenant, Grand Place, au lieu de donner plus 1 et Challenger, ça donne plus 1, plus 0 et Challenger. C'est très bien, mais ça reste quand même super fort, Grand Place, non? Ben, je suis plus si sûr. Ça va dépendre des decks. Genre, des decks comme Lucien et Karim t'en foutent complètement, je pense. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est le fait que ça tape, vu que les éphémères, ça meurt de toute façon, que Karim a surpuissance et que Lucien attaque rapide. Maintenant, ça va, je pense, changer beaucoup de choses pour Scout. Ça peut changer beaucoup de choses pour les decks Targon Plaza. Ces decks-là qui, eux, utilisent Plaza au final pour prendre le board, le fait qu'il y ait certains trades, tu les gagnes plus, mais tu les fasses égalité, je pense que ça va changer plein de choses. Surtout quand on parle de 8, 9, 10 trades dans une game. Bah, c'est mérité. Et au final, ça punit les decks qui abusaient de la carte, quoi. Je suis d'accord, je dis pas qu'il fallait pas le faire. Ah oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça punit vraiment les decks qui abusaient de la carte, quoi. Je veux dire, la carte, elle a pas été créée pour que le forgeur Solari puisse aller trade une carte en plus de faire 5 dégâts et 6 de heal. Enfin, non. Ah ouais, mais t'inquiète, il va le faire quand même. Hein. Le problème, c'est qu'il va rester sur board. Oui. C'est qu'il restera pas sur board. Il le fera quand même. Hein. Mais ouais, c'est ça. Au moins, il va mourir, tu vois. Allez. Le pire, c'était quand même le Valor qui allait faire des value trades, quoi. Ouais, je pense que le Valor qui faisait 2 trades, t'es là, genre. Mais... Ah, mais les doubles Plaza, là, où t'invoquais des grands valeurs 4-3 qui allaient chercher des T4, alors que la carte, tu l'avais même pas payée. Ça, c'était bien. Ça. Arrêtez-vous, genre. Vous savez ce que c'est de se faire violer par un pigeon? Maintenant, oui. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Scout qui pose Citria 9-9? C'est drôle, ça aussi, Citria 9-9. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je l'ai souvent prise à 8-8, mais 9-9, je l'ai prise une fois. Et je me suis dit, tiens, je m'attendais pas à devoir gérer Train d'Amer en Scout.
Bon, un peu plus sexy, mais voilà, du coup, je pense que personne ne va se plaindre. Est-ce que la carte va disparaître? Je pense Non, pas. mais je pense, comme on disait, ça va être dans certains decks, ça va être joué, et Scout, je pense que ça va être un gros rip. Hein. Je pense que la carte va faire un petit peu le même effet que ces cartes qui sont vraiment très très fortes. Un peu comme ce qu'a fait Gohard maintenant, avec Gohard qui est en train de remonter et retrouver un petit peu des archétypes, etc. Il y a des gens qui commencent Je à pense rejouer. que pendant 4-5 jours, les gens vont être là en mode putain, Plaza maintenant c'est nul. Et ils vont avoir l'image de l'ancienne Plaza qui va venir leur dire celle-là est pas bien. Puis quand le temps va passer, ils vont quand même se rendre compte que c'est une carte qui est correcte, qu'on peut faire des choses avec, et elle va revenir doucement. Mais je pense que là, genre le nerf est demain. Je pense que genre jusqu'à samedi, dimanche, on va pas trop la voir. Et peut-être que la semaine prochaine, on commencera à revoir des builds avec. Ok. Cuistot de guerre qui change encore. C'est quoi? C'est le troisième changement Ils savent pas quoi en faire de cette carte. Vraiment, il était 2-3, il est passé 1-3, maintenant il passe 2-2. Genre vraiment les gars, tu te dis cette carte elle est là depuis le truc fondation. Ce qui est très marrant parce qu'il y a plein d'autres jeux de cartes. Tous les autres jeux de cartes, il y a une carte du set de base qui marche pas. Bon bah au bout d'un moment ils l'oublient, ils la laissent dans son coin et ils font bah voilà, ça c'est pas grave, on reprintera un truc, voilà, Balek. Mais eux ils s'en vont, non, t'as un mec dans l'équipe de design, il est en mode, non, Cuistot de guerre c'est mon bébé, je veux qu'il marche, alors là ça marche pas, attends, t'inquiète pas, j'ai une truc, je change, alors 2-2 au lieu de 1-3, allez c'est parti. Est-ce que vraiment ça va changer la phase du jeu que Cuistot de guerre soit 2-2 au lieu de 1-3? Bah, je pense même que 2-2 c'est moins bien que 1-3. Potentiellement, oui. De C'est toute façon, le il pourrait but. remettre 2-3, honnêtement. Hein. Oui, c'est ça. Il y a certains nerfs qui ont été faits à une époque. Enfin, on a récemment vécu un gros power creep. On va dire sur la méta Gohard, le S-Draven, c'est un Swine TF en infiniment meilleur. Gohard, c'est une monstruosité qui écrase le STF des anciens temps. Lee Sin, c'est Karmaez en 100 fois mieux. Donc on a eu un power creep assez violent sur le jeu là récemment, et il y a beaucoup de nerfs qui ont été faits à cette époque où le jeu était équilibré, qui maintenant font un peu... mais remettez ce Cuistot 2-3, il a rien fait de mal, ce Cuistot. Ça, je choquerais Ouais, c'est personne. ça. Genre, je crois que la dernière fois que j'ai vu Cuistot un peu jouer, c'était l'époque du Lucien Z Bannerman. Et du coup, maintenant, on va dire que ce deck-là, c'est devenu le scout un peu. Hein, du coup, pareil, compare à Lucien Z Bannerman. Scout, il aura besoin, il fait bah, bouge pas, je vais te tuer tes 5, tu vas bien comprendre qui c'est le patron. Du coup, je pense qu'en 2-3, il va pas être trop choquant. Ce sera peut-être une bonne carte, hein. Mais genre, par exemple, en 2-3, je le trouve toujours moins bon que la chèvre de Targon, par exemple. Mais écoute, En même temps, la chef, c'est le meilleur tête du jeu. Quoi. Ah, c'est ça, t'as été dur là. Hein. Si tu le compares au robot balistique et à la chef de Targon, il n'y a pas beaucoup de T2 qui ouais, c'est compliqué. Là, t'es pas cool. Non, mais écoutez, Cuistot de guerre, hein, on attend le prochain patch le 3 mars pour le retrouver en 2-3. Hein. Ce serait marrant que ça devienne genre une espèce de privé joke pour les gens qui jouent au jeu. Genre dans 5 ans. Alors on a changé le Cuistot de guerre et cette fois on l'a mis 4 ans. Parce qu'on pense que ça va mieux marcher, tu sais, ça va devenir un running gag le bidule. Retour à la maison qui passe de 5 de mana à 4 de mana. Je crois que c'est une des cartes qu'on avait fait la review de la dernière extension. On était en mode où on avait vraiment gratté pour dire non, mais si tu fais un deck ou peut-être tu mets des trucs que tu dois rappeler avec la lune tous les mardis, ça fait un truc. Mais on trouvait tous que c'était dégueulasse. C'était dégueulasse à 5. Est-ce qu'à 4 c'est moins dégueulasse? Oui, mais est-ce que c'est assez moins dégueulasse pour qu'on la voie? Je crois qu'on n'a toujours pas trouvé ce qu'on a envie de rappeler dans notre main, non? C'est le souci. Je pense que toute la mécanique rappel, elle est très très bien en Ionia. Il y a un petit détail qui manque. Des cartes qu'on a envie de rappeler, quoi. C'est ça. Ouais, ils peuvent pas penser à tout en même temps. Doucement. C'est Par vraiment étapes. cette mécanique où on a reçu une moitié, mais une moitié bien construite, hein, avec un site, avec des sorts, vraiment une moitié super bien construite. Mais il y a que la moitié. Non, mais moi je pose la vraie question, c'est du coup est-ce que il y a des mecs qui sont passés de Hearthstone à Runeterra? Non, parce que ça c'est une habitude de Hearthstone. Hein. Avoir une moitié de mécanique et devoir attendre 1 an et demi pour avoir la suite, nous on connaît ça depuis 2014. Hein. Là il y a un vieux, peu. moi sur Hearthstone, c'est en 2014 et je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles toi du Zo Discard.
Ah bah oui. Iso, Ah non mais Alors, ça, c'est un vrai running gag de toute l'histoire. C'est- ils ont poussé, je pense, le Zodiscard pendant genre 2 ans jusqu'à ce qu'il soit viable. Quoi. Non, mais- 2 ans pour Parce que- sortir toutes les cartes. non, le pire c'est que c'était carte par carte et quand à chaque fois tu trouvais des cartes où tu disais ah ça y est ça va faire assez, c'était au moment où t'avais une rotation et où du coup en fait non et ça continuait encore un petit peu. Genre C'est ça. Den, ton avis sur Retour à la maison. Attention, t'es champion d'Europe, on a envie de savoir ce que tu penses sur cette carte, c'est important. Je pense qu'il fallait le faire pour qu'on se rappelle qu'elle existe. Il est sérieux. Maintenant, il va falloir le refaire un jour pour se rappeler qu'on peut la jouer. Pour l'instant, tu vois, c'était comme un poster. C'est le truc était là, mais on le regardait pas. Et là, tu sais, il y a eu, on sait pas pourquoi, il y a eu une lumière qui est tombée dessus. On a fait ah ouais, toi, ok. Et puis peut-être au prochain, on fera ah. On peut peut-être aller boire un café, tu vois. Mais pour l'instant, non, toujours pas. La vraie question avec cette carte, c'est que maintenant on peut la considérer au-dessus de la volonté d'Ionia. Non, Bon, peut-être. non, non. Ça coûte un de moins, mais bon. Ça coûte un de moins. Écoute. Moi je dis. Allez. Ancien de la Verte Clairière qui passe. Alors lui, par contre, il s'est pris plus de d'attaque. De 1-1 Il a à pas 3-1. Bref. Et lui, je me suis dit, attends, il est pas déconnant ce buff, parce qu'il y a des trucs en aggro, le fait qu'il arrive 3 et qu'il puisse saucer quand même, il y a peut-être des choses à faire avec cet ancien. Il est dans la clairière, mais je peux te dire, il est pas là pour chercher des grenouilles. Bah, Ionia est une région qui, à part Lysine et Deny, n'existait plus. Du coup, à mon avis, les mecs ils se sont mis en réunion, ils ont fait bon les gars, il faut qu'on leur donne quelque chose. On avait Elusive à une époque, ouais, mais depuis on l'a filé à Targon et tout le monde en fait Elusive. Ah, qu'est-ce qu'on fait alors? Je sais pas, fais un truc là, faut qu'il se passe quelque chose. Ok, alors cette carte, elle était jouée à l'époque, je vais mettre un boost d'attaque, puis on va voir ce que ça donne. Mais un vieux, mais un vieux. Mais non, mais c'est ça, j'ai l'impression ça tombe un peu comme une. Tu sais, comme une. Ça tombe comme ça. Et pareil, tu dis ah ouais, c'est vrai, t'existais toi. Bon, bah, t'es peut-être jouable maintenant. Non, toujours pas. Je suis assez d'accord avec Ultra, mais genre 3-1 +1 +1 à toute la main, tu dis ok, ça peut faire quelque chose. Maintenant, la question c'est on met ça où? Bah, tu l'as fait 3-3 et tu lui donnes un archétype et on cause. Ah oui, Ça c'était. commence à être fort, là. Tu la mets 4-4 si tu veux que ce soit une carte Targo. C'est le Cartagon, 4-4 pour 3, buff la main. Pourquoi? Excusez-moi. On est où On là? a discuté de ce que fait le mentor de Azimuté ou pas? Alors je suis désolé, ils buffent pas la main, ça n'a rien à voir, je comprends pas ce que tu dis. Je vois pas la carte dont tu parles, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Ça crée pas des cartes en... Ouais, non, ça va, hein, c'est une 1-1, le cuistot de guerre il est 1-3, c'est mieux. non, il est 2-2. Et c'est vrai, c'est Pas bah, 2 fois plus fort. Pareil, le cuistot de guerre serait Targon, il serait 2-3 et ce serait octroyé au lieu de conférer, tu vois. Ouais. Ce serait définitif, Ouais. Et la carte aurait surpuissance aussi. probablement. Au cas où. Spell Shield. T'es- Tous les keywords. Non, ça c'est censé être Victor, mais ça arrive pas. Alors lui, C'est Zoé qui le fait en fait. lui, il prend son nerf, et c'est marrant parce que je me souviens d'un joueur, particulièrement de 2 joueurs qui sont les plus chevelus dans ce call, qui avait dit il est peut-être un petit peu problématique, hein, et qui était de team mets 3 Pharaons, sinon t'as rien compris. Pharaon qui donne plus que 2 Decimate au lieu de 3. Ouais. Alors je tiens à dire, j'ai pré-shot tous les nerfs de ce match. Ah ouais. Par MF. Pas mal. Ça va pas mal. Alors, Par contre, les ups, je suis sûr que tu les as pas vus arriver parce que personne Alors, n'aurait pu les non. voir arriver les ups. Jamais j'aurais vu venir ça. Le up de l'ensemble de la Verte Clairière, si tu le pré-shot, t'es mon héros, hein. Ah, je peux te dire, il y a... Après, si je vous dis que j'ai pré-shot le buff des Quinoxiens. Oh. Joli quand même. Non, celui-ci Pas est mal. joli, il est joli. Mais Pharaon, je pense que c'est un petit peu comme Plaza. Plein de gens l'avaient pré-shot. Hein, Mais je sais pas, moi, Pharaon, je trouve que c'est une excellente carte, mais je pensais pas qu'il serait nerf quand même. Parce que je trouve si, que les donnez gens quelques le considéraient même pas destinations, à ça sa a du juste sens. valeur. En fait, le problème de Pharaon, c'est que c'est une 8-8 overwhelm avec laquelle t'avais même plus besoin de taper au bout d'un moment. C'est maintenant, il va quand même falloir se poser un petit peu la question. Bon, est-ce que je peux créer une situation à laquelle je peux attaquer avec ma 8-8? Mais là, on en arrive à une situation où en fait, c'était juste bon. Bah, j'ai l'air d'avoir assez de tempo. 8 mana génère 3 décimations. Félicitations, vous êtes maximum mort dans 2 tours. Non, et puis tu l'as joué dans tous les decks Noxus à force. Hein. Genre Oui, c'est ça. quand soit une TF refuse de jouer le grand méchant Rex
pour jouer Pharaon, il y a un petit souci, quoi. Et H-Sage qui prend 2 Pharaons au lieu d'un pour sa finishing curve, alors qu'à la base, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, mais à l'époque du Carmez, etc., il n'y avait même pas de Pharaon parce qu'on n'en avait pas besoin pour finir. Maintenant, il y a 2 Pharaons. Il y a 2 Pharaons, voire 3 Foirons. C'est des foirons. Hein. Oh, on va l'appeler comme ça maintenant. Voilà, maintenant, vu qu'il est nerfé, ça va être foiron, quoi. C'est bon, c'est le foiron. Attends. Mais donc, il y avait jusqu'à 3 Foirons dans les Ezraven, ça fait beaucoup, quoi. Ah bah, team 3 pharaons, hein. Ah Jamais bah oui. trop de pharaons, au pire, tu le défausses, hein, c'est pas un problème. Moi j'étais d'accord avec Trek là-dessus, à chaque fois on était là genre mais les gens comprennent pas en fait, faut la mettre plein de fois cette carte. Quoi Si qu'il arrive, tu veux la poser T8. J'aurais joué 4 pharaons si j'avais pu. Hein. Mais voilà, et qu'est-ce qu'on en pense du coup de ce nerf? Est-ce que c'est le bon nerf de lui enlever une décimation plutôt que soit d'augmenter son coût ou de baisser ses stats Non, c'est ok. Et en vrai, je pense pas que ça va changer grand-chose. En vrai. Tu pourras moins abuser avec en défaussant les haches pour pêcher 2, tu vois. Ouais, moi ce que je trouvais abusé, c'est vrai que ça fait trop quoi. 3 décimations, c'est-à-dire que tu poses un Pharaon, vraiment, t'as plus de la moitié de la vie qui part, tu les vois dans la main, tu fais ah bah ouais, là, faut que je me dépêche. T'as beau tout gérer, t'as beau faire des trucs, t'es obligé de faire des trucs, de faire de la magie pour pas crever. Là, bon, si tu le gères, tu vas prendre cher, mais c'est moins de la moitié de ta vie quand même. Tu vois, c'est tout con, hein, mais le 50%, c'est quand même une limite. Dans les decks qui avaient pas de heal, t'es là, t'es ok. J'ai pas leur lit. Il a ses araignées, j'ai pas, tu prends 3 dégâts. Au tour 4, il réattaque, tu reprends 3 dégâts. T'as pris 6 dégâts. Voilà, Pharaon arrive, t'es à 2 PV. C'était un peu problématique, quoi. Ça voulait dire que si t'avais pas un T2 et que tu voyais Zraven en face, t'avais lose. Donc maintenant, bah, t'as un petit peu plus de chances de comeback. C'est sympa, ça va. C'est justifiable. Assez sympa. Tiens, Den, parle-nous de ce buff assez énorme de la lame de l'exilé qui passe de 3 à 1 mana. Moins 2 mana, ça fait beaucoup. Hein. Moi, j'aime bien Runeterra parce qu'ils ont pas peur de faire des vrais buffs et des vrais nerfs. Hein. On les connaît, ces jeux de cartes où ils sont en mode alors attends, on va enlever un demi-point d'attaque, on va enlever une virgule. Là, les mecs, ils en ont rien à foutre. Quoi, Gohar, pam plus 4 de mana. Lame de l'exilé, moins 2, on s'en bat les couilles. Non, alors, moi je pense que c'est pas l'âme de l'exilé moins 2, c'est comment ça ils jouent pas Riven? Comment ça ils jouent pas Riven? Moi je te dis qu'ils vont jouer Riven, ok? Voilà. À mon avis, c'est comme ça qu'il s'est passé ce nerf. C'est les mecs là, non mais on a mis un sort slow et du coup quand les gens ils jouent le sort, eh ben ils se font tuer Riven avant. D'accord. Du coup, c'est quoi le problème? On met plus de PV à Riven? On peut vraiment faire de Riven une 3-5? On peut pas trop. Par contre, on peut faire en sorte que ça coûte pas trop cher de jouer le sort quand elle se fait tuer. Bon, on va faire ça. Comme ça, tu peux la protéger. Ben oui, tu peux la protéger. Ou alors, au pire, si ta Riven se fait tuer, t'as investi que 1 mana, pas 3. Parce qu'il faut penser que sur un sort slow, tu fais ton sort, l'adversaire tue Riven en réponse, c'est à lui de jouer derrière. Et si t'as lâché 3 mana pour rien, derrière, tu peux te faire allumer. Alors que maintenant, tu pourras au moins répondre ou des trucs comme ça. Sinon, à nouveau, on pouvait en faire une carte Targon et juste mettre instantané. Hein. Je sais pas, hein, ça aurait pu être cool, quoi. Ah bah, c'est vrai, avec le nerf de Pale Cascade, parce que Targon, attention, a pris un nerf, on va en parler après, c'est vrai qu'ils auraient pu juste la changer de région. Voilà, quoi. C'est ça. On met Aphelios en Oxus, moi je trouve. Il tape pile poil dedans, c'est. Elle fait quoi, Riven? Elle se balade. Elle se balade, elle est passée chez Targon. Les disciples à Vlad, là, ils ont un petit côté émo aussi, non? Ouais, voilà. Oui, voilà, on fait un truc. Les gens qui manipulent le sang, c'est ça. Tu fais un crossover émo, c'est tout. C'est un épisode de South Park, ça, c'est parfait. On fait une faction des gens qui écoutent Limp Bizkit et Evanescence, et puis c'est parti, quoi. On peut. Cut my life in topic. This is my last resort. Trek, petit. Moi, je suis assez content de voir ça parce que ça me faisait mal au cœur que Riven soit pas du tout jouée. Elle a été essayée au début en Freylord et avec Draven. Et au final, elle a pas réussi à percer, la pauvre. Et je pense que ce up peut faire très mal en vrai. Parce que la carte est forte. Et comme on va le voir en dessous, il y a aussi l'écuyer qui est up. Ouais. La 3-1 qui reforge au tour 2 est très forte depuis qu'il n'y a plus Gohard. Bon, après, si Gohard revient, peut-être qu'elle va repartir à nouveau, mais pour l'instant, ça allait.
Donc j'ai envie d'y croire. Hein. La carte Claude François, elle s'en va, elle revient. Mais du coup, parle-nous du prochain... Enfin, c'est pas vraiment un buff. Non, c'est un changement de statline, quoi. C'est en inverse. J'ai envie de dire que comme ça, de loin, par rapport à ce que veut faire le deck, j'ai l'impression que c'est un buff. Mais en réalité, c'est juste un changement. On passe de 1-2 à 2-1 pour écuyer Noxien. T'étais dessus, vas-y, continue, Trek. Ça dépend clairement des match-ups, mais globalement, vaut mieux une 2-1 qu'une 1-2. Parce que déjà, tu vas mieux menacer en termes de trade. La plupart des T2 sont des 2-2 ou des 3-2. Alors le fait d'avoir une 2-1, tu peux te défendre correctement. C'est vrai que 1-2, ça tuait pas grand-chose. Den, c'est écuyer Noxien. Je suis totalement d'accord avec Trek. Riven, c'est une mécanique d'agression, c'est une mécanique où tu mets sous pression. Et en fait, tu mets sous pression ce qui protège Riven parce que l'adversaire doit plus penser à ses PV que tuer Riven parce qu'elle est entourée par ses petits serviteurs qui eux aussi amènent du tempo. Une 1-2, ça amène pas de tempo. Et en plus, le truc, c'est un dernier souffle. Et je veux qu'il meure, le bordel. Je suis là pour qu'il fasse peur et que du coup l'adversaire se dire lui je dois le tuer. Moi j'ai vu des games où littéralement le mec 1-2 mais il s'est jamais fait trade. L'adversaire est là, vas-y mets des trucs. Honnêtement je préfère prendre un dégât tous les deux rounds plutôt que de donner ta carte. Je vais le prendre le dégât, t'inquiète. C'était ridicule. C'est bien. Pour moi, ça, c'est pas un nerf ou un buff ou quoi que ce soit. C'est rétablir ce que la carte aurait dû être. C'est les gens ont vu, ils ont dit ah ouais, non, en fait, c'est pas la bonne carte. Tenez, c'est la bonne. Excusez-nous. On a ramené le ticket. Excusez-nous, vous êtes trompé de carte. Et voilà. Mon mauvais. Et du coup, Ultraman, toi qui l'avais pré-shot, du coup, c'était écuyer Noxien. C'est juste parce qu'effectivement, c'est logique. Genre, tu veux faire un archétype agressif. Et tu veux forcer le kill de la carte. Si elle est 1-2, personne n'a tue. Parce qu'à choisir entre une Riven 8-5 sur puissance frappe rapide et une 1-2 et une 1-2 qui tape tous les 2 tours, bon. Je veux dire, c'est pas le deck qui va t'éclater au burst. En plus, Riven, il va falloir mettre une attaque avec la Riven sur puissance. Donc, ouais, écoute, comme ça, t'as bien ton temps. La Riven, elle met 6 tours à trouver ses 3 fragments. Tu vas jamais tuer cette 1-2. Hein, c'est bon, tu prends 3 dégâts tous les tours, y a pas de souci. Non mais c'est ça, quoi qu'il arrive, les derniers souffles, moins ça a de points de vie, mieux c'est en général. C'est de tout temps, quand t'as des effets, quand ta créature elle meurt, t'as envie que ta créature, l'adversaire, ils se disent ah faut que je la tue quand même, hein, parce qu'elle me gratte la gueule. Quand ça te tape pas, tu t'en fous. Du coup, écuyer Noxien, le bon changement. Ah, et je vais revenir vers toi directement, Ultra, parce que depuis tout à l'heure tu te plains beaucoup pour Targon, mais regarde, silence à 3. Et je l'avais pré-shot. Non, tout le monde l'a pré-shot. Absolument tout le monde l'a pré-shot. Ça fait 3 semaines que Twitter est en mode non mais silence à 3. Chez Plaza. C'est voilà. C'est tous les gens qui disent j'ai pré-shot chez Plaza. Oui, bravo. Clapi. C'est plus impressionnant si un mec se dit je me suis planté sur celle-là. Là, on fait ah bon. Mais comment t'as fait? C'est impressionnant en négatif quand même. Ça sous-entend que le mec. Oui, mais ça va susciter plus de réactions. Oui, c'est. Oui, tu vois, imagine, t'es là pour les likes, il vaut mieux que tu tweets. Eh ben, vous voyez, Plaza, je m'y attendais pas, plutôt que ça fait une semaine que je le dis. Si tu veux te faire connaître, là tout de suite, tu vas tweeter que c'est une honte, hein, le nerf de Hush et de Plaza. Et que franchement, oui, voilà, c'est ça. C'est plus quoi faire de son jeu. Pas. Le bad buzz assuré, il n'y a pas de souci. Moi, en ladder, je décollais pas du silver, alors que je jouais un deck qui avait ces 2 cartes. Riot essaye juste de me cibler personnellement dans ma carrière de joueur semi-professionnel de Hearthstone, Runeterra, voilà. Ça peut être un tweet que je lâche, hein. Faites gaffe, hein. D'accord, pas un moment, les idées à la con, moi. Après, on part sur une tier list, j'en ai rien à foutre, hein. La carrière semi-professionnelle du Silver. Ouais, t'inquiète pas. Nous, on les connaît, hein, les semi-pros qui font partie de la Max Team. Hop, ça c'était gratuit. Alors, c'est pas vrai, parce que l'équipe compétitive de la Max Team en ce moment, ils sont super forts. Et je crois qu'ils ont mis 2 qualifiés par le ladder au Ironforge. Donc, non. Et Wirer a fait une version de War Blessure qui était vachement cool. Voilà. Non, je te laisserai pas faire, Volvi. Moi, je les défends des fois. Oh, mais vous avez vu, maintenant, il a une équipe, une vraie carrière et tout, il est corporate. Maintenant, il lâche plus. Non, j'ai défendu des mecs qui, je trouve, pour une fois, il y en a un qui s'est qualifié. Il a fait top 10 avec un deck original. Dans Hearthstone, ça arrive une fois tous les 14 lunes. Je le souligne, c'est tout. C'est marrant, vu que c'est le patch du truc de la lune. Et Corps Céleste, la dernière carte qui a un changement. Parce que voilà, on va pas plus. Alors, on va pas plus parler de silence parce qu'on est tous d'accord, c'était trop fort, fallait le nerfer. Est-ce que ça va rendre la carte inapte? Non. Qui du coup passe plus 1/+1 au lieu de +2/+1.
Plusieurs fois, on a dit que c'était peut-être genre une des meilleures cartes du jeu. Corps Céleste, c'était incroyable. Oui, bon, la carte était beaucoup trop forte, c'est sûr. Ça reste Là, bien, je pense qu'elle a un stade normal. Par contre, le seul truc, c'est qu'en soi, le nerf, je trouve ça ok, mais c'est juste que quand on commence à empiler tous les nerfs, ça commence à faire pas mal, hein, mine de rien. Corps Céleste, Hush, Plaza. Bah oui, on va devoir repenser un petit peu le méta. Je trouve que c'est une très bonne chose. Et puis The Hassle, c'est une horreur qui aurait jamais dû exister de base. Genre, vraiment, hein, c'est un deck qui a été fait pour abuser de toutes les cartes pétées de Targon et de la Plaza. Genre, vas-y, faisons un combo de tous. Littéralement, et je pense que Den peut confirmer, on a eu des... Pour avoir écrit le guide dessus, la première phrase du guide, c'est le deck qui joue le plus de bonnes cartes du jeu. C'est littéralement le mec qui a inventé. Je sais pas d'où vient le deck. Le premier que j'ai vu vraiment le populariser, c'était BBG, que j'ai beaucoup vu en stream avec ces versions-là. Mais vraiment, début, quand tu regardes la liste, tu te dis, le mec, il a ouvert collection, dans la recherche, il a tapé Busted, et il a rempli. Il y a un peu ce phénomène avec Lee Sin aussi, je sais pas si vous avez déjà regardé Lee Sin. Genre, c'est toutes les cartes de Targon qui sont trop fortes, et puis c'est toutes les cartes d'Ionia qui sont fortes. Il y a rien d'autre dans le deck. C'est vraiment juste toutes les cartes qui, comparativement à toutes les autres régions, sont trop fortes. Bastion, Lame du Zénith, Toucher Inspirateur, Corps Céleste. Et puis toutes les cartes Ionia qui sont un peu uniques, mais qui sont super fortes. Annulification, Rejet, Lee Sin. Les decks Targon, ils ont une construction un peu étrange. Tu tapes effectivement dans la collection, Busted. Tu changes la région pour faire semblant qu'il y a de la nouveauté. Et puis, ça te fait un deck Targon. J'avoue que... Bah, on l'a bien vu, hein, c'est comme on disait tout à l'heure, la Zoé qui est jouée avec toutes les factions, tu sais. Tu cherchais, bon, là je vais essayer de la jouer avec Noxus, bon, cette fois je vais essayer de la jouer avec Piltover. Tu changeais 3 quarts de ton deck, quoi. J'avais appelé ça Legends of Targon. J'avais fait un marathon. Je devais faire 5 games avec Targon et toutes les régions. Et puis Mono Targon à la fin. Je pense que j'ai pris 150 LP en Master. En jouant des decks trolls, Targon Piltover, machin. Parce que en fait, peux-tu vraiment... Targon contient Corps Céleste, contient Silence, donc peut pas être nul en fait. C'est ça, donc est-ce que tu peux vraiment dire troll au final? Alors seulement où il y avait Targon, c'était pas troll. Ah ouais, c'est exactement ça, tu vois. C'est exactement ce que j'en ai tiré à la fin. J'étais en mode, bah, si Targon est dans le deck, à part si tu fais exprès de bannir les cartes qui sont fortes, ça peut pas être troll. Et la carte là, Corps Céleste, elle est toujours super forte parce qu'elle donne encore le PV. Donc elle permet un petit peu moins ce value trade, mais elle permet toujours de faire survivre ta carte en rajoutant de l'attaque. Ce qui est quand même vachement violent, quoi. Oui, ça reste une très bonne carte, hein, mais c'est comme Hush, ça reste une très bonne carte, mais les ont baissés. Est-ce que ça suffira? Ça faudra voir. C'est la fin des nerfs, etc. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu inquiet? Parce que moi je trouve déjà que le deck était en train de monter et d'être un petit peu j'allais dire problématique parce qu'il est pas très fun et interactif, hein, comme on dit. C'était Lee Sin sur les yeux. Voilà, il a un bandeau sur les yeux. Il voit pas grand chose. Et il est accompagné de petits dragons, de papillons et d'une chèvre. La manière dont t'as dit une chèvre. Une vache, une chèvre. Et Lee Sin qui TK. Est-ce que, voilà, on a Plaza qui prend un gros nerf, on a Fortune qui prend un gros nerf, on a plein de trucs qui prennent des nerfs, mais alors Lee Sin, lui, il est là, genre... Alors si, hein, Lee Sin indirectement a pris aussi... Oui, c'est vrai, il prend... Lee Sin est avec Targon. Lee Sin, il prend Pale Cascade, il y avait 2 ou 3 Hush dans les listes, ce qui est quand même quelque chose. Après, Lee Sin, le truc... Mais c'est pas son corps. Voilà, non mais on est d'accord. Je pense que Lee Sin est l'un des gagnants de ce patch-là, mais il y a un truc qu'il faut dire avec Lee Sin, c'est que Targon, Skull et les decks Plaza de façon générale étaient excellents pour défoncer aggro, parce que Plaza contrôle les trades, et que Targon a une quantité de soins lol, tu vois. Et il y aura sûrement un problème avec Lee Sin, et je pense que si ce qu'on anticipe se passe, le prochain patch, Sparklefly prend un truc. La carte permet trop de choses contre aggro actuellement. Mais au moins, Lee Sin, il y a un contre établi et qui peut fonctionner. Et je pense qu'ils se sont dit, on va au moins les laisser tenter de taper Lee Sin et voir ce que ça donne avant de le nuke. Je pense que si Lee Sin reste
top 1 ou top 2 maintenant, au moins jusqu'au seasonal, et je pense pas qu'ils nerferont avant le seasonal maintenant, ce sera grâce à Sparklefly, et du coup, soit ils vont nuke Lee Sin, soit Sparklefly prendra dans le prochain patch. Ou sinon, encore mieux, Lee Sin Reforged. Après Warcraft 3 Reforged, Lee Sin Reforged. La version du deck en moins bonne, pareil. Ça veut dire qu'il va être moche et qu'il va laguer. C'est ça. Voilà. Il aura une grosse épée qui coûtera que 1. Et par contre, je connais un joueur de Fiorachen qui est content parce que lui, son deck, il a rien pris vu que déjà, il joue pas les plasmas. Alors, parlons de ça. Aujourd'hui, sur Discord, j'ai reçu 3 messages de potes, de gens en tournoi, etc., qui m'ont dit, du coup, Fiorachen, ça se passe comment ? Ça se passe bien, hein. Tout va très bien pour le deck, il est bien, il attendait, il était au vestiaire, il est en train de faire la pub de Zidane, d'abord la chaussette gauche, après la chaussette droite, il va pas tarder à rentrer sur le terrain, et je pense que Fiorachen va tranquillement être un deck top 5 ou top 3 quand on est très bon avec le deck, sans forcément trop de soucis, parce que Fiorachen pour moi fait partie des decks qui éclatent Lee Sin, quand tu le joues bien et que t'as le bon build. On n'a toujours pas parlé du loup dans la bergerie quand même. Allons-y, allez, vas-y. Le meilleur deck de cette méta de très 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 loin, Fils TF. Et ça, il y en a qui n'ont pas suivi le jeu depuis 2 semaines. Il y en a qui viennent d'ouvrir des yeux, mais comme ça. Fils TF. Alors, je pense déjà que le fait que Targon réduise un peu va enfin permettre de rejouer du Hills Obscur. Parce que le problème d'Hills Obscur, c'est que c'est bien sympa, hein, mais toutes les créas qui ont Spell Shield pour jouer des cartes comme Vengeance ou Ruine, c'est quand même sacrément réducteur. Du coup, déjà, je pense que la région qui a Vile Fist, Withering Whale et à peu près tous les bordels qui sont capables de gérer Fils TF puissent exister à nouveau, un peu comme Lee Sin, tu vois. À mon avis, ils se sont dit, on va les laisser essayer ça et on va voir ce que ça donne. Après, ça va fonctionner en dessous d'un certain niveau. Voilà. Mais on a déjà discuté du problème du Fils TF, nous deux, du coup. Ah, c'est un OTK. Le problème, c'est qu'en fait, FTR ne le bat pas. Voilà, Field de Rush ne le bat pas. Anivia ne le bat pas vraiment. Parce que. Alors, Anivia, moi j'ai testé et j'ai trouvé que ça le battait. Mais j'avais fait une liste qui était là pour lui péter la gueule. Hein. C'est 3 avalanches, 3 withering, etc. J'avais fait un truc du genre et je m'étais rendu compte qu'en fait, s'ils te forcent à lâcher ton AOE, ils peuvent tranquillement te mettre 21 dégâts. Et tu peux forcer à lâcher l'AOE juste avec TF en fait. Oui, et le problème c'est que cet OTK coûte 2 mana. C'est ça. C'est-à-dire que les méduses coûtent 0 mana. Les méduses ont leur coût réduit à 0 mana. Il faut les copier, quoi. Ça fait 3 fois une 3, ça fait 9 dégâts. Et puis vous mettez développement itératif, ça coûte 2 mana. Ça fait une 4-2 supplémentaire, tout en insaisissable. Donc pour 2 mana, vous avez 13 dégâts. Pour 4 mana, vous avez 17 dégâts. Pour 6 mana, bon, ça devient un peu abusif, mais pour 6 mana, vous avez un OTK, 21 dégâts. Sans parler du fait que vous avez récupéré 6 sorts à 1 qu'on n'inclut pas en tant que dégâts potentiels. C'est pas drôle, mais voilà. Donc en fait, quand vous avez un board installé, c'est-à-dire que si le deck il Obscure Control prend n'importe quel tour de retard, et que vous mettez un joli petit TF, et que vous mettez une bonne pioche, et ben le mec il est en mode, je suis quand même obligé de lâcher une avalanche pour tuer ce TF. Ou alors je vais laisser TF level up, et on sait ce que fait TF level up, c'est-à-dire ressources infinies, destruction de board, il empêche les trucs d'attaquer avec la gold card, enfin, c'est un mec sympa, TF level up, il fait le café et tout. Oh bah oui, il guérit ton internet par téléphone, il te trouve une femme. Retour de la femme aimée. Bien oui. entendu. Il te la trouve carrément. Oui, c'est ça, c'est même pas, t'as même pas eu besoin d'avoir. Non, attends, on est des joueurs de cartes, on sait très bien qu'il y en a certains, tu vois, ils en ont pas eu, tu vois, donc il faut leur trouver. Déjà, non, il est même plus fort que ça. Mais de toute façon, est-ce qu'on n'a pas eu un espèce de moment, moi, c'est marrant, c'est le moment post-nerf de Gohard, où il y a eu l'espèce de l'invasion des héros T1, où on a vu Timon revenir en mode coucou, je suis là, on a vu Fizz revenir genre coucou, moi aussi, et puis il y en a un qui est resté en mode mais en fait il est bien. Il y en a un qui est parti en mode ouais non attends le hamster ça va, par contre l'autre il est resté en mode oui je suis un poisson. Va falloir voir. En tout cas beaucoup de changements avec les nouvelles cartes, ça va beaucoup toucher le méta, et c'est cool parce que du coup ça fait un nouveau méta sur lequel il va falloir se réhabituer avant le tournoi saisonnier de la fin du mois de février. 3 semaines quasiment exactement, il me semble que le premier c'est le week-end du 22-23 ou 21-22. Je crois que c'est ça, oui.
Du coup, nous avons d'autres trucs, c'est qu'on a un nouveau labo légendaire, en solo, le labo des légendes, qui est donc un mode PvE. Je le relis vite fait. En gros, vous allez pouvoir choisir entre 8 champions qui possèdent chacun son deck préconstruit. Vous allez faire des affrontements qui seront de plus en plus durs. En progressant, vous obtiendrez des nouvelles cartes, des compétences passives et des objets qui améliorent vos cartes de manière unique. Je sais pas trop comment ça va être géré, mais pourquoi pas. Deux parties seront jamais semblables, voilà, hein, marketing, tout ça. Ça va être incroyable, improbable, des parties très fun, tout ça. Et les PV de votre Nexus sont conservés entre les manches et ne seront régénérés qu'après un combat de boss. Alors ménagez-vous. Un côté roguelike, plusieurs choix, des PV qui restent. On pourrait lier à peu près ça à un espèce de Slay the Spire. De mode PvE de jeu de cartes. Slay the Spire, meilleur jeu. Si vous n'avez pas joué à Slay the Spire, prenez Slay the Spire. Est-ce que ça vous intéresse? Parce que moi, je sais que je suis le joueur le moins... oui, il n'existe que la compétition dans la vie. Et moi, je suis ultra hype. Genre, je pense que c'est le truc qui me hype le plus demain. Mais est-ce que ça vous intéresse, mode PvE, qui a l'air un peu plus costaud que ce qu'on a eu? Alors, si on peut farmer nos quêtes prismatiques dessus, oui. De ouf. Alors oui, c'est un labo, donc oui. Pour le truc des labos. Oui, mais il faudra voir à quel point ça va vite, tu vois, de faire ces matchs-là, mais ça peut être cool. Ça peut être très cool. Disons que c'est un peu tôt à prononcer pour l'instant, quoi. Ouais, faudrait mettre la main dessus, mais moi, ce que j'aime bien dans Runeterra, c'est que leur labo, les modes PvE, ils tentent des trucs. Genre vraiment, ils partent en couille. Et moi, j'aime bien ça. Je pense que dans un jeu de cartes, tu peux pas faire ce que tu veux sur le mode compétitif. Tu peux pas faire ce que tu veux même sur les modes expédition, les choses comme ça. T'es obligé de respecter certains codes. Mais tous les jeux de cartes ont un mode complètement nawak. Et je trouve que Runeterra fait très bien ça, de dire, ce mode-là, il y a zéro compète. On fait ce qu'on veut. Et vraiment, c'est que du fun, que du test, du machin. Et je trouve qu'à chaque fois qu'ils en sortent un, il y a une vraie prise de risque. Il y a un vrai pari à l'intérieur. Et moi, ça me plaît. Même si ce qui se passe en réel me plaît pas à chaque fois, l'idéologie derrière de c'est un labo, c'est fait pour le fun, prenez pas ça au sérieux, il va se passer n'importe quoi, ben je trouve que ça va. Parce que quand on veut du sérieux, il y a littéralement tous les autres modes de jeu pour ça. Ultra, on t'a pas entendu dessus? C'est parce que moi, je suis sur tous les autres modes de jeu. D'accord, donc toi, est-ce que tu vas le lancer au moins? Oui. Oui. Bien sûr, évidemment. Non, mais c'est intéressant. Je veux si dire, on peut farmer ces prismatiques dessus, je le lancerai peut-être. la fameuse... Mais moi, je sais que Dead, en vrai, il s'amuse bien, parce que la dernière fois qu'on a fait le PvE à 2, c'était une bonne soirée. Hein, c'était rigolo. À 2, c'était fun. On a bien rigolé, ouais. Dartil qui dit qu'il va faire un mode de 12 heures sur ce mode de jeu avec Ultra. Ça va être incroyable. Ultra Dartil, les deux sur le mode PvE. Un bon moment. Plaisir. Beaucoup de fun. Voilà, alors c'était toutes les news, on va passer vite fait. Du coup, des nouveaux plateaux, des nouveaux gardiens, des d'autres cartes, mon dieu, qu'est-ce que cet Aphelios, il est beau, il est émo, voilà, ça va dans des concerts, ça se fait tatouer, et ça a un piercing, j'aime beaucoup, c'est comme ça que j'aime mes femmes, et apparemment mes hommes aussi, ce qui se passe. Cette Miss Fortune qui est très cool, ce chien qui est bizarre, les emotes qui utilisent encore une fois, c'est très qui m'a fait remarquer, le même de la meuf qui se retourne, qui fait ça, et du mec, etc. Moi j'avais pas remarqué, mais lui, oui. Du coup, tout ça en pack. Est-ce que vous, voilà, est-ce que vite fait, il y a un truc qui vous hype parmi tous ces petits trucs cosmétiques, ou alors tout le monde en a rien à foutre? Moi j'aime bien le plateau. Les emotes sont god tier. À chaque fois qu'ils sortent une emote sur un... Chaque fois qu'ils sortent une emote sur un mème, c'est god tier. Ah, le power creeping des emotes, c'est compliqué. Hein. C'est vachement violent. C'est vachement pay to win d'ailleurs. Hein. Attends, je peux mettre un lien dans le chat. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, parce que sur Twitter, ils ont mis ils ont mis le comment dire, ils ont refait le mème mais avec les emotes, c'est plus visuel. Ah, mais voilà, c'est genre c'est parfait. Exactement.
Tu parlais de tier list, Volvic, mais on fera faire la tier list des emotes. Hein. Ah, la tier list des emotes, prochain concept, vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est incroyable. Den, toi, je sais que toi, Den, en particulier, tout ce qui est cosmétique, c'est ce que tu kiffes. C'est pour ça que tu vis, c'est pour le cosmétique. T'as au moins une emote. Du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que là, tu te dis, ah voilà, je vais mettre de l'argent, vu que j'ai pris 10 000 en plus. Allez, je leur lâche un petit sou. Je vais m'acheter des emotes parce que je les aime bien. Ou alors, t'as déjà pris l'emote du chat et ça te suffit? Alors, je sais même pas de. Alors, il y a une emote de chat? Putain! Maintenant, parlons simple. Est-ce que tu veux une réponse très honnête ou est-ce que tu veux que j'essaie de donner une réponse qui a du sens? Je sais pas parce que c'est pas antinomique. Mais fais comme tu veux. Franchement, je sais même pas de quoi on parle. Voilà, littéralement, j'ai pas regardé le nouveau Dotcard, j'ai pas regardé les nouvelles emotes, j'ai pas regardé tout ça. Si je peux les avoir gratuitement en jouant, je vais m'en rendre compte tout seul. S'ils me demandent de l'argent, je veux même pas être au courant. S'ils me demandent de l'argent, je vais pas être au courant, je vais le donner. Mais vraiment, c'est un truc que je me suis rendu compte en fait maintenant. Je me demande même plus si je veux le truc. Je regarde même plus les trucs payants. J'en ai pas besoin pour jouer. C'est un truc qui les 3/4 du temps va être purement impulsif. Si je suis pas au courant, ça me manque pas, donc je me mets plus au courant. Alors attention Dan, parce que moi j'ai vu un tournoi qui était commenté par Dartil ici présent au bout de la nuit, où il y a eu quand même une victoire à l'emote. Hein, quelqu'un qui a lancé une emote GG. L'adversaire qui est parti comme un idiot parce qu'il était 6h du matin et qui pleurait des larmes de sang parce que ce tournoi durait depuis beaucoup trop longtemps et qui au final s'est fait avoir, hein, en mode genre mais c'est abusé, il m'a sauté GG alors que j'avais pas vraiment, alors qu'il avait pas perdu. Moi je pense qu'il y a du man game. Ah ouais. D'ailleurs, ça avait mal fini. Hein. Il était pas content. Drama. C'était pas ouf Drama quand même, mais on sentait qu'il y avait un petit c'était un petit peu de sodium, quoi. On était. Pour ceux qui sont là depuis un bail, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu un match pendant les Rivals entre Swim et Mogwai, où il y avait Swim qui avait Rope et ils avaient atteint la fin du timer, ils avaient fini sur une égalité du coup. Oui, Mogwai, je me rappelle. Il avait accusé de volontairement Rope et ça avait. Ouais, je me rappelle. C'était un peu pareil, tu vois. C'était pas du vrai drama, c'était pas. Non, ça va. Insultez pas ses grands-mères sur Twitter, mais. En stream, des mots ont été lâchés. Ça commence par un B, ça finit par un D, bref. Et le reste du mot, c'est bâtard. Mais bon, voilà. C'est attard. Quelques mots lâchés comme ça en stream, un petit peu innocemment. Petit drama. Ouah, ça va. Il faut faire bouger la scène un petit peu. Tu vois. Sinon... Ça va, moi je me rappelle de gens qui débranchaient des câbles en tournoi. D'ailleurs, il est temps là. Volvi, Dragon Ball c'est surcoté et le saucisson c'est pas si bon. C'est normalement ce moment où bizarrement tu t'es déconnecté bizarrement. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. On termine cette vidéo là-dessus, bien entendu. Voilà. Et Ultraman n'aura pas la chance de terminer avec sa tête sur cet écran parce qu'il ne le mérite pas. Pour Dragon Ball, c'est son avis. Pour le saucisson, c'est de la culture, c'est la France, c'est le pays. Alors voilà, monsieur est belge, il a pas d'étoile sur son maillot, il ouvre sa gueule. Et ben voilà, on se quitte là-dessus, sur le drama. Octogone la semaine prochaine. Je le remets quand même parce qu'on l'aime bien. Des bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir, il y a normalement la vidéo des reviews de cartes qui tombe quelques heures après celle-ci, si vous suivez directement, et les échos pour plus tard. Ah, plus, foiré, putain, le saucisson. Non.